Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour le 4e webinaire du cycle de débat sur la santé des femmes, organisé par la Fondation de l'Académie de médecine, sous l'égide de l'Académie de médecine. Et nous avons le grand honneur d'avoir parmi nous sa présidente, le professeur Catherine Barthélémy, et dans une salle qui est très inspirante, sous le regard de Simone Veil, qui nous accompagne et qui est derrière nous. Alors aujourd'hui, nous allons donc aborder dans le cadre de la Fondation, qui a pour mission de diffuser un savoir d'excellence auprès du plus grand nombre. Aujourd'hui, nous allons aborder dans la série des débats sur la santé des femmes, nous allons poursuivre ce que nous avons déjà entamé concernant la santé des femmes au fil des âges. Nous avions donc abordé les femmes très jeunes, adolescentes, ensuite les femmes plus mûres avec des problématiques qui leur sont spécifiques. Et aujourd'hui, nous avons donc comme programme d'envisager la santé des femmes âgées grâce à un certain nombre d'intervenants qui ont été ici conviés grâce à notre cheville ouvrière qui est le professeur Jean-Pierre Michel et qui a convié des intervenants de renom pour nous introduire et nous éclairer sur un sujet très spécifique et qui est souvent mal connu, voire pas abordé, celui de la santé des femmes âgées, avec un certain nombre de problématiques spécifiques liées à leur situation, à la fois psychosociales et aussi des situations de santé spécifiques à leur âge. Et je les remercie tous infiniment de nous accompagner aujourd'hui dans ce débat qui, j'espère, lèvera un certain nombre d'inconnus ou de voiles sur la vie des femmes en fin de vie, si j'ose dire, et avec les personnes qui ont l'habitude de les accompagner. Donc je vais laisser tout de suite la parole au professeur Jean-Pierre Michel qui va donc introduire cette journée, ce débat, puisqu'il ne s'agit pas d'une journée, nous restons 1h30 ensemble et nous reverrons ensuite à la fin de ce débat la suite à donner à nos cycles. Merci à tous. Merci beaucoup Elisabeth. Moi j'aimerais commencer en vous disant que je suis très heureux d'être là parmi vous et que j'aimerais d'abord soulever une question importante, c'est celle de savoir qu'est-ce que c'est qu'une personne âgée. J'aimerais bien que ça passe. Voilà. Donc, ma diapositive. Voilà. Je crois que ce qui est très important, c'est de penser que la notion d'âge n'est pas si importante que ça. Mais ce qui est important, c'est la notion d'époque et c'est la notion de savoir comment on perçoit la femme âgée. Vous avez ici 3 photos historiques de concours de grand-mère, 1946, 1985 et 2017. Vous voyez que les changements sont absolument radicaux. Ce sont toutes des grand-mères, personnes âgées. Alors, je vais un petit peu expliquer comment se fait cette modification avec l'âge. Je suis vraiment désolé. Voilà. La première chose qui est vraiment importante à considérer, c'est que dans cette période de 80 ans, les femmes en France ont gagné 20 années de vie. Ça, c'est extrêmement important. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'espérance de vie à la naissance des dames, c'est 85 ans. Et à la retraite, elles ont encore 23 ans d'années de vie. Alors cela tient beaucoup à elles-mêmes, mais cela tient aussi beaucoup au fait qu'il y a eu d'énormes progrès de la médecine, de l'hygiène, je ne veux pas insister là-dessus, mais j'ai mis un exemple technologique pour vous montrer que, et ça, tout le monde est au courant de ça, ça a beaucoup bougé, donc l'environnement global de vie est important à considérer. Et on voit très bien qu'il y a 2 choses qu'il faut envisager dans le processus du vieillissement, les caractéristiques individuelles et les caractéristiques environnementales. Et c'est l'interplay entre l'interaction entre ces 2 phénomènes individuels et globaux qui vont faire que le vieillissement se produit dans une chose, dans une voie ou dans une autre. Et puis récemment, j'ai découvert l'histoire de Nicole. Je ne connais pas Nicole, elle était marquée dans le journal Le Monde le 2 juin, et le journaliste s'est intéressé à cette dame. Alors pourquoi s'est-elle intéressée à cette dame? Elle est née en 1946, elle a donc 78 ans, et elle vit dans le 11e arrondissement à Paris. Et cette dame a une caractéristique, c'est que tous les matins, elle va prendre son café dans un même bar. Et le journaliste lui demande pourquoi. Elle dit, mais parce que si je meurs demain, il faut bien que quelqu'un le sache. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis quand le journaliste lui dit, Madame, est-ce que vous pouvez décrire la Nicole d'aujourd'hui? Elle dit non, je ne peux pas décrire la Nicole d'aujourd'hui sans parler de la Nicole d'hier. Et la Nicole d'hier, eh bien, évidemment, elle est pleine d'angoisse parce qu'elle se remémore tout ce qui s'est passé dans sa vie. Alors,
je ne veux pas angoisser Nicole, je voudrais simplement vous dire que les trajectoires de vie sont extrêmement importantes à considérer lorsqu'on parle de personnes âgées. On va voir le déroulement de Nicole. Nicole a eu, comme je l'ai dit, des modifications entre l'action personnelle, les caractéristiques personnelles et les caractéristiques environnementales. La période de vie la plus importante, ou une des plus importantes, c'est la première période de vie où se fait la croissance, le développement, avec la nutrition, les activités physiques, l'éducation, etc. Et puis arrive ensuite possiblement des maladies, puis le mariage, puis les enfants, puis le fait d'avoir un divorce ou une violence conjugale, et puis sur le plan professionnel, l'épanouissement ou pas sur le plan professionnel avec un métier fixe, des revenus, un bon niveau socio-économique, le fait qu'il y a des relations qui se passent avec le monde environnemental, et puis tout ça aboutit à une période clé qui a été la période où peut-être il y a eu à la fois du sexisme et une atteinte de la santé mentale. Le sexisme va arriver très bientôt, je pense. Et voilà, tout ça, c'est vraiment la première période de vie. Et puis on arrive à cette période qui a été traitée la semaine dernière, ou il y a un mois, c'est-à-dire le problème de la ménopause. Alors la ménopause, avec toutes les conséquences que vous avez vues la semaine dernière, c'est-à-dire le problème de la carence hormonale, le problème des maladies chroniques, puis bien sûr le problème de la retraite anticipée ou retraite prolongée ou retraite imposée, et puis cette retraite va avec des diminutions de revenus, peut-être le fait de changer de domicile, et puis à ce moment-là arrivent d'autres problèmes qui sont celui des soins des proches, ses petits-enfants, s'il y en a, proches du mari qui est là, et puis peut-être le bénévolat, et enfin arrive le problème des deuils itératifs qui va intervenir sur la santé mentale, qui est plus ou moins importante, et puis tout ça va se être lié au fait qu'on va voir apparaître bientôt le problème de l'agisme, et puis enfin, on va penser à la dernière période de vie et savoir comment cette dernière période de vie va être abordée et peut-être faire des directives anticipées. Donc voilà un parcours, et on ne peut pas, comme l'a très bien dit Nicole, penser à la personne âgée sans penser d'aujourd'hui, sans penser à toute la trajectoire de vie qu'elle a eue antérieurement. Et c'est ça que j'avais envie de vous dire. Et j'avais aussi envie de vous dire que, vous voyez, l'âge intervient, mais l'âge n'est pas le facteur le plus important. Il intervient parmi d'autres facteurs. Et on a beaucoup parlé dans les sessions précédentes de la fondation de la maladie. Et aujourd'hui, on va aborder d'autres thèmes. Et ces autres thèmes vont être abordés par les personnes que j'ai invitées et que j'ai plaisir à avoir aujourd'hui avec nous. Merci infiniment. Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette introduction tout à fait passionnante. L'histoire de Nicole rappelle très certainement beaucoup de choses à beaucoup de personnes qui nous regardent en ce moment au niveau de ce webinaire. Et je crois que c'est un cas qui illustre bien ce qui s'est passé pendant toute une vie et les influences que ça va avoir. Alors je vais passer tout de suite la parole à Catherine Bergeret-Amsalek, qui est psychanalyste et qui est membre de la Société de psychanalyse freudienne, et sur un thème qui moi, m'a interpellé quand on en a discuté pour préparer cette table ronde, qui était le thème de la femme aimante et soignante, des femmes âgées aimantes et soignantes. C'est vrai que c'est une représentation des choses qui est tout à fait passionnante, mais qui n'est pas évidente du tout à imaginer comme ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Catherine, sur ce point ? Oui, alors merci de m'avoir passé la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais d'abord remercier Madame Catherine Barthélémy, la présidente de l'Académie de médecine, vous dire que je suis émue d'être parmi vous dans ce bâtiment historique, parce que je suis issue d'une grande lignée de médecins et que je me sens dans un retour à mes racines en venant ici. Je voulais aussi remercier Madame Elisabeth Éléphant, qui est à ma gauche et qui a organisé ce grand parcours sur les âges de la vie des femmes, et puis Monsieur Jean-Pierre Michel, qui est à ma droite et qui est professeur de médecine, si je ne dis pas de bêtises, à Genève, à la faculté de médecine.
Alors moi, j'adhère totalement aux propos de Jean-Pierre Michel, puisque je reçois depuis plus de 30 ans déjà en cabinet privé des hommes et des femmes de tous les âges. Et ça me fait porter en effet un regard sur l'avancée en âge en pensant que à quel âge est-on vieux ? C'est vrai, on n'est pas tous vieux au même âge. Et puis aujourd'hui, on vit, comme vous l'avez dit, Jean-Pierre Michel, de plus en plus longtemps, plutôt en bonne santé pour 80% des personnes. Et on est quand même victime d'un certain racisme anti-âge, agisme, où il est bon ton de ne pas faire son âge, mais on ne se soucie pas encore beaucoup de vieillir en accord d'âge. Alors moi, je me suis rendu compte, en écoutant toutes ces personnes, qu'on n'évolue pas de manière linéaire, mais de métamorphose en renaissance successive. Et cela, depuis notre naissance, où on commence de vieillir, mais on appelle ça grandir au départ. Donc, depuis notre naissance, à chaque étape clé de notre petite et grande enfance, à notre adolescence, la naissance d'un homme ou d'une femme, à notre parentalité naissante, pour ceux qui ont des enfants, maternalité, naissance d'une mère, paternalité, naissance d'un père, au milieu de la vie, traversée par un événement choc que vous avez évoqué, la ménopause, là, changement de rapport au corps et au temps, et puis au moment de la sénescence, à partir de 70 ans, disons, qu'on peut orthographier en 2 mots, sénescence, eh bien à chaque fois, il y a un remaniement identitaire où on travaille et où on traverse un grand pic de turbulence avec un retour en arrière avant d'effectuer un grand bond en avant. Donc à partir de 70 ans, ces femmes matures, ces femmes dites âgées, d'ailleurs vous avez remarqué, on n'ose pas dire le mot vieux, on dit personne âgée, comme si on prenait des pincettes, ou on dit senior, c'est très marketing. Mais moi je trouve que c'est chouette de dire vieux, parce que si on dit vieux, c'est qu'on a vécu longtemps et c'est qu'on est encore vivant. Et moi je dis je suis vieille, et alors ? Ah oui, on est vieux, et on est bien content d'être vieux. Et on a un recul, et on continue de grandir jusqu'au bout de la vie. Alors c'est ce que je vais essayer de vous montrer, mais sans non plus enjoliver les choses, parce qu'à partir de 70 ans, on est face à des obstacles sans précédent, notamment une crise existentielle majeure, celle de la sénescence, avec un immense changement par rapport au corps et au temps. Alors on l'avait senti à 50 ans, à la cinquantaine, à l'arrêt des cycles. À l'arrêt des cycles, c'est une sortie du temps des femmes. On sort de ce petit calendrier intime qu'on avait toutes dans notre poche, où on marquait la date des règles, des ovulations, des enfantements, les retours de couches, les allaitements, parfois, hélas, les fausses couches, parfois les IVG, parfois les événements difficiles, mais c'était notre histoire de femme. On était reliés au temps extérieur, mais on était quand même polarisés sur ce temps intérieur. Et tout à coup, à partir de la ménopause, on est propulsé dans un immense et unique cycle qui se termine par la mort. Et là s'engage un travail psychique extrêmement intense, d'autant que notre vie est jalonnée d'événements qui vont nous rappeler la question du temps qui reste. Un temps qui passe de plus en plus vite au fur et à mesure qu'on avance en âge et qu'on avance, nous, dans un autre temps, de plus en plus lentement. Alors parmi les événements traumatisants, bien sûr, parfois des problèmes de santé, on vit aujourd'hui avec des maladies chroniques, les deuils successifs, on perd ses amis, on perd parfois son conjoint, et tout d'un coup, on voit la pendule à tout à fait un autre endroit. La caméra nous fait voir le paysage de la vie d'un autre œil, et là, on a besoin de se poser. Alors, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse de psychanalyste, mais je trouve que, oui, on peut rencontrer un analyste après 70 ans. C'est peut-être le moment où on peut poser sa vie, la reconstruire et ressaisir le fil conducteur qu'on est en train de perdre. Parce que on devient ce qu'on appelle souvent, malheureusement, c'est un phénomène de société, on devient aidant familial. Ce terme-là, il est plutôt connu dans les univers de la gérontologie. On appelle ça les aidants. Et oui, à partir d'un moment où on a ses parents, quand on voit ses parents vieillir et mourir, parfois son conjoint, je pense que le veuvage, c'est un des traumatismes le plus violents de la vie, surtout quand on est depuis longtemps avec la même personne.
eh bien à ce moment-là, on se retrouve seul et on est devant l'épreuve du vide. Mais là, on renoue avec nos origines. On renoue avec quelque chose qui était la mémoire du corps et qui était tout ce qui se tricotait dans les premières interactions précoces mère-bébé, dans les bras de notre mère, qui nous transmettait à son insu, non pas seulement avec des mots MOTS, mais avec sa façon de nous porter, de nous toucher, de nous bercer. Elle nous transmettait déjà l'histoire des générations. Le bébé perçoit tout de suite s'il a été conçu avec un homme, son père, ou si la femme, dans sa tête, l'a fait toute seule. Et tout d'un coup, tous les traumatismes des générations antérieures s'imprime dans sa mémoire du corps. Cette mémoire du corps, dans les après-coups de la vie, notamment dans les moments forts, intensité de bonheur, réalisation d'un désir, mariage ou pas d'ailleurs, tout le monde n'est pas marié, il y a des femmes âgées célibataires, il y a des femmes âgées en couple avec une autre femme, il n'y a pas deux situations semblables, il y a le bagage génétique, l'hérédité, il y a l'environnement que vous avez cité tout à l'heure. C'est quand même pas pareil de vieillir seul, sans famille, sans amis et isolé, ou d'avoir la chance de vieillir entouré. Donc je pense que pour passer ce cap, ce qu'il nous faut trouver, ce sont ce que j'appelle, enfin c'est Boris Cyrulnik qui parle de petits tuteurs de résilience. Et oui, il faut avoir des interlocuteurs sur lesquels on peut s'appuyer, à qui on peut rendre visite de temps en temps. Notamment pour les femmes âgées, un personnage clé, je vais vous étonner, mais c'est le ou la gynécologue. Oui, c'est important de s'occuper de sa féminité, de son intériorité quand on est vieux. C'est important de s'occuper de son périnée. Je pense au docteur Le Gasquet qui a introduit en France le yoga en périnatalité. Parce que si on ne prend pas soin de son corps, si on ne prend pas soin de son intériorité, eh bien, on vieillit à ce moment-là en allant vers des risques de somatisation, voire de décompensation. Pour pouvoir dépasser ce sentiment continu d'exister où tout à coup, ce grand changement de rapport au corps et au temps vient faire rupture, il faut s'appuyer sur un médecin traitant, des amis, des amours. Oui, on peut retomber amoureux à 70, 75, 80 ans. J'ai une patiente de 90 ans qui part à Deauville souvent en week-end et qui a un petit ami et qui va justement d'ailleurs chez sa gynécologue régulièrement et qui me raconte combien elle est amoureuse. On ne fait pas l'amour pareil à 75, 80 ans, 90 ans. D'abord, il faut avoir un partenaire, ce qui n'est pas évident. Les femmes sont souvent seules. Il y a plus de femmes veuves que d'hommes veufs. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, elles sont plus résistantes et donc elles ont parfois du mal à retrouver des amours. Mais si elles sont avec le même homme depuis des années, voire avec un nouvel amour, oui, on peut faire l'amour différemment. Il n'est plus question de performance, il est question de se toucher, de se caresser, de regarder un soleil qui se lève, de partager des moments agréables. Et tout ça fait qu'on peut rester, si vous voulez, vivant. Parce que l'absence de maladie, c'est peut-être la santé, mais ce n'est pas la vie, comme dit Winnicott. La vie, c'est autre chose. Vous avez prononcé, madame, tout à l'heure, le mot fin de vie. Alors, la fin de vie, c'est encore autre chose. Je ne pense pas qu'après 70 ans, on soit en fin de vie. La fin de vie, elle peut durer 3, 4, 5 ans, 1 mois, 1 heure. Jusqu'au moment où on ne respire plus, on est encore vivant. Et on peut même, si on est atteint d'une maladie de type Alzheimer ou dite dégénérative, rendez-vous compte comme le mot fait peur. J'ai beaucoup travaillé sur ce thème. Vous savez que j'ai publié un livre qui s'appelait « Et si autisme au pluriel et Alzheimer au pluriel avaient un lien ?» D'ailleurs, Michel Billet, qui est présent dans cette salle, le sait, puisqu'il dirige une collection magnifique chez RS. Et donc, vous m'avez édité plusieurs fois. Et donc, je pense que quand on a quelqu'un qui perd ses repères, on est encore vivant et on peut trouver des moments d'accordage affectif. Ça oblige à s'accorder au rythme, à la lenteur. Et quand on ose s'accorder à la lenteur, à regarder un verre, vous savez, une personne qui a une maladie d'Alzheimer, on lui sert un verre de jus d'orange, elle ne sait peut-être plus que c'est un verre. Mais quand elle le touche et qu'elle boit
ce qu'il y a dedans. Si c'est un jus d'orange, j'y pense parce que j'aime bien l'orange pressée, eh bien, elle sent ce goût de l'orange. Et l'important, c'est ce réel de l'orange qu'elle boit, même si elle ne le sait plus nommer que c'est une orange. Donc, vous voyez, je ne différencie pas tellement. Alors, bien sûr, c'est mieux de vieillir en bonne santé que de vieillir avec ces maladies où on perd la tête ou avec des maladies qui font souffrir. Mais je pense que même malade, on reste vivant et qu'on a un plaisir à vivre et que c'est important qu'on puisse, je dirais que nous qui sommes bien portants, on puisse recueillir quelque chose de ceux qui n'y sont pas, car c'est une leçon de vie. Qu'est-ce que la vie ? La densité de la vie, on l'aperçoit quand on a déjà pas mal tiré le ruban de la vie et qu'on a vu, au fond, quel est le sens de la vie. Derrière le paraître, c'est important quand même, on a tous envie de se faire beau et d'être beau. Bon, mais il y a l'être. Paraître, on peut l'écrire par P-A-R-E, trait d'union, être. Et donc finalement, au-delà de l'apparence, il y a le plus important, c'est l'être, le cœur de l'être. Donc ce voyage intérieur, ce voyage spirituel au sens laïque du terme, c'est ce que nous donne la chance de vivre longtemps. Voilà le message que je voulais vous porter ce matin. Je ne serai pas très longue parce que je pense que le plus important, c'est qu'on parte du débat et de nos questions et que nous croisions nos regards à partir de nos fonctions respectives sur cette grande aventure du grand âge. Merci Catherine pour cet exposé qui est tout à fait passionnant, qui me suscite deux questions, et une question pour vous d'ailleurs, et une question pour Elisabeth Éléphant qui est présente ici. La première, c'est en ce qui concerne le rôle de soignant. Je trouve qu'on met sur la tête des femmes une charge absolument extraordinaire, que nous, en tant qu'hommes, on a la pusillanimité d'esquiver, je dirais assez souvent, qui est celle quand même de s'occuper des personnes qui sont plus vieilles que vous. Donc on voit des femmes qui ont 70 ans, qui ont 75 ans, qui s'occupent quelquefois de leur mère qui en a 95. Et puis en même temps, d'avoir cette charge, alors peut-être que c'est un bonheur de s'occuper aussi des petits-enfants, de la famille, et d'être cette espèce de maillon, comment dire, de lien, de chaîne qui tient la famille. Chose que, enfin, dans la courte expérience personnelle, en tout cas, je n'ai pas forcément retrouvé de la part des hommes. Donc il y a déjà un rôle spécifique de la femme à cet âge-là, sur lequel j'aimerais bien avoir des éléments de réponse. La deuxième chose, et la question est pour Elisabeth, c'est ce rôle majeur que peuvent jouer les femmes à cet âge-là. Il y a tout le côté somatique aussi. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui concerne les pathologies, il y a tout ce qui concerne, bien entendu, la ménopause, mais la ménopause, ce n'est pas une pathologie en tant que telle, mais il peut y avoir également des pathologies chroniques, il peut y avoir des pathologies cardiaques. On a vu dans les différents webinaires précédents que c'était la première cause de mortalité chez les femmes. Voilà. Et j'aimerais bien que vous nous éclairiez un peu sur ces deux points. Bon. Alors, en effet, la femme a toujours été le pivot de la famille, quelque part. On le voit parce que même la femme qui élève ses enfants, c'est souvent elle qui va chez le pédiatre, qui va les chercher à l'école, bien que ça change quand même. Les hommes participent, ils sont là. Mais participent, vous voyez, ils participent. Comme si c'était à la femme d'avoir une double journée de travail, la sienne quand elle travaille, et ensuite, quand elle arrive, elle met ses gants de ménage, entre guillemets, même si elle est aidée d'ailleurs. Elle a toujours à faire des choses comme si c'était à elle de rapporter les courses, etc. Bon. Alors c'est vrai que, comme vous le disiez, les femmes dites âgées, elles ont, je dirais, une fibre maternelle, alors culturellement d'une part, et aussi, je pense, parce qu'il y a le fait qu'une femme, elle a toujours été travaillée dans son intérieur, à porter les choses. Les règles, elle est traversée par le sang des femmes, hein, les règles, elle porte l'enfant en elle, elle est habituée à s'ouvrir au niveau corporel et elle exerce sa position féminine qui est une position d'accueil. Les hommes l'exercent aussi car ils ont une position féminine, de même que les hommes ont une position, de même que les femmes ont une position masculine. Mais les hommes sont peut-être plus défensifs. Ils sont portés vers l'extérieur. Anatomiquement, le sexe des femmes est fait pour recevoir à l'intérieur. Tandis que l'homme, évidemment, il est porté vers l'extérieur. Et donc, à la fois culturellement et biologiquement, l'homme est plus défensif
Et les hommes ensemble parlent de ce qu'ils font, les femmes ensemble parlent de ce qu'elles sont. C'est pour ça que je pense que, évidemment, c'est vrai que les femmes sont plus disposées à aller, elles sont moins rebutées, par exemple, quand on a une personne au lit avec des protections, puisque ça s'appelle comme ça. Il est vrai qu'un homme, on voit rarement dans une famille un homme, de même changer son bébé, ça arrive maintenant, mais moins, mais on voit moins un homme s'occuper des soins de corps à corps qu'on a avec une personne âgée. C'est plus une femme qui a cet instinct maternel qui reste jusqu'au bout. En effet, je pense, elles sont plus sollicitées, ça ô combien. J'ai là dans mes patientes, je pense à une dame qui est ultra sollicitée puisqu'elle est aidante familiale à la fois d'un petit enfant qui a un gros problème, de sa belle-fille qui en a un autre, rendez-vous compte, elle est veuve, et de son fils qui est adulte et qui lui-même a des problèmes. Parce qu'il y a aussi la charge des enfants adultes dont on ne parle pas beaucoup, mais qui existe, parce qu'il y a le divorce des enfants et il y a également les crises existentielles des enfants qui règlent leur compte et qui deviennent agressifs parfois et qui font porter aux parents âgés des choses qu'ils devraient régler sur un tapis analytique, c'est-à-dire avec un analyste pour démêler ce qu'est la question du parent intérieur, qu'on porte en soi toute notre vie, et le parent réel qui est un vieux monsieur ou une vieille dame qui n'a rien à voir avec tous ces fantasmes qui ressurgissent. Donc en effet, les femmes âgées, elles ont un combat à mener si elles veulent continuer de vivre en étant certes reliées à leur famille, mais en pensant à elles. Moi je dis, prenez du temps pour vous. Alors on appelle ça répit quand on est aidant familial, pour souffler. Prenez du temps pour vous sans vous culpabiliser, parce que vous serez plus disponible ensuite quand vous reviendrez au chevet de la personne qu'il faut aider. Parce que pour pouvoir aider quelqu'un, c'est comme nous les psychanalystes, il faut pouvoir prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. Sinon, au fond, des rancœurs s'accumulent et c'est là qu'on devient maltraitant à son insu. Voilà. Elisabeth ? Oui, alors moi, Olivier, je ne vais pas trop épiloguer sur la partie somatique qui concerne les femmes. Moi, je trouve que ce qu'on vient d'entendre de la part de Madame Catherine Berger me semble particulièrement intéressant parce que c'est le socle finalement de ce sur quoi nous voulions parler aujourd'hui, c'est-à-dire la charge qui incombe aux femmes d'un âge certain, alors je n'ose plus dire les femmes âgées, mais d'un âge certain, qui les conduit finalement effectivement au plan social à maintenir un lien qu'elles ont toujours cherché à créer et à développer tout au long de leur vie. Et des fois, elles sont seules à effectivement maintenir ce lien autour d'elles, qui est un lien fondamental depuis, en particulier, leur naissance, comme vous l'avez rappelé, madame, mais ainsi aussi développé à partir du moment où elles ont mis au monde des enfants, où elles ont fait famille autour d'elles. Et ce lien leur incombe et elles se sentent en responsabilité de ce lien, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression connue, jusqu'à la fin de leur jour auprès de leurs proches. Et vous avez tout à fait raison, je trouve, d'insister sur la corporalité. J'y suis très sensible parce qu'il me semble que, on va y venir avec le somatique ensuite, parce qu'effectivement, il me semble que le rôle du corps de la femme à travers les âges, et aussi dans ces liens qui sont non dits, mais qui sont tactiles, sensoriels avec l'entourage, est quelque chose qui est spécifiquement féminin et qui peut évidemment être mis à mal, malheureusement, dans des situations de pathologie qui leur survient au cours de leur vie et principalement dans une période d'avancée en âge. Et il est vrai que les pathologies des femmes âgées sont parfois, je trouve, vécues par elles comme étant une charge supplémentaire qu'elles ont à prendre en main elles-mêmes, sans forcément les partager, à endosser cette charge supplémentaire, souvent au détriment de leurs propres soins, pour s'engager dans le maintien du lien social et dans le maintien du lien d'aidant auprès de leur entourage. Donc on voit forcément, de façon assez banale, des femmes qui prennent sur elles, comme on dit, sur leurs pathologies nombreuses, des pathologies locomotrices, des pathologies d'ordre métabolique, etc., cardiovasculaires, pour se mettre en retrait par rapport au devoir qu'elles se sentent investies d'avoir à prendre en charge leur entourage. Et c'était un petit peu l'objet aussi de cette rencontre, pour mettre en évidence le fait que
la poursuite du besoin d'être un aidant tout au long de sa vie se poursuit même au moment où on peut éventuellement défaillir sur le plan organique. Et malgré ça, les femmes prennent sur elles de continuer à entretenir ce lien de proximité et d'aidant vis-à-vis de personnes qui leur sont proches, et elles préfèrent sacrifier leur propre santé pour maintenir ce lien. C'était l'objet. Oui, ça c'est très juste, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui justement sont liées par un lien fusionnel. Parce que accompagner quelqu'un qui va mal, il faut dire ce qui est, ça aspire l'énergie et ça tire vers le bas. Et ça tire vers la mort, et ça tire vers ce que nous, on appelle, les psychanalystes, la pulsion de mort. La pulsion de mort, c'est comme une médaille, vous voyez, il y a la pulsion de vie et la pulsion de mort. Il y a la pulsion de mort, c'est le revers de la médaille, et elles doivent rester liées. Tant que la pulsion de mort est au service de la pulsion de vie, tout va bien. Quand elle se délie, c'est-à-dire que la pulsion de mort œuvre toute seule et n'est plus liée à la pulsion de vie, eh bien, ça donne de la mélancolie, vous voyez. Et donc, en effet, ça rend mélancolique et ça tire vers la mort c'est une épreuve d'accompagner quelqu'un qui souffre. Et donc, les femmes, elles se sacrifient en effet et elles sont dans une fusion. Vous voyez, Michel de Musan, qui était psychanalyste, il a écrit dans un livre qui s'appelle « De l'art à la mort », un très bel article en 1974, un article culte, et c'est le seul à avoir théorisé ce qu'est l'accompagnement d'une personne qui va mourir. Il parle de cette dernière dyade, comme la dyade mère-bébé, cette dernière dyade où la personne qui va mourir choisit une personne et celle qui l'accompagne jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle part avec lui, sauf qu'elle reste, et malheureusement, celui qui part, il part en vrai, quoi. Et si vous voulez, ça aspire énormément. Donc, tout l'exercice consiste à ne pas se laisser aspirer. C'est-à-dire accompagner. Alors, quand on est analyste, on est justement entraîné à ça, à travers sa propre analyse, évidemment, puisque tous les jours, on accompagne, et c'est un pied dedans, un pied dehors. Mais quand on n'a pas été accompagné, c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, pas forcément faire une psychanalyse, aller voir un psychologue, faire un travail sur soi, ça peut être du yoga, de la méditation, mais il faut en tout cas pouvoir se poser et avoir quelqu'un qui vous ancre. Ça peut être de l'aptopsychothérapie. L'aptonomie, c'est le toucher, c'est le corps. Les femmes âgées sont rarement touchées. Il y a des gens, on ne les touche plus. On est dans une civilisation, on ne se touche pas. Depuis le Covid, c'est encore pire. On a gardé les codes pour se dire bonjour. C'est encore très aseptisé. On passe ses mains au gel et tout ça. On n'a pas pu accompagner un tas de personnes en temps de Covid. C'est très récent. Il y a du retour de Covid. Donc, on est habitué à une sorte de phobie du toucher. D'ailleurs, ça a accentué beaucoup de pathologies de gens obsessionnels qui ont peur de la maladie et tout ça. Donc évidemment, les femmes, elles ont tendance à se sacrifier, comme vous dites, et elles passent comme si elles étaient la dernière roue du carrosse. Et elles veulent pas. Je connais une dame, je la rencontre chaque samedi, je l'aime énormément. Et son mari, il a 97 ans, elle a 86 ans, elle est pétillante, intellectuelle, charmante. Elle ne veut pas partir en répit. Elle ne veut pas le lâcher. Je lui dis, mais pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas. Et je dis, tu lui demandes pas ton avis, son avis. Tu lui dis, écoute, je t'aime, mais j'ai besoin pour moi, pour survivre, et je serai encore plus contente quand je vais te retrouver. Et il est capable d'entendre. Parce qu'il y a une régression, c'est un peu comme un enfant aussi. Un enfant, il faut le cadrer, il faut être capable de dire, écoute, là, je suis là pour toi, mais là, je suis fatiguée. Comme avec un enfant. Et comme je suis fatiguée, je ne suis pas disponible. Et les femmes, elles ont culturellement, en effet, la culture du sacrifice qui fait qu'elles sont là comme des saintes mères, toujours prêtes à donner, mais c'est pas question. Je pense quand même, Olivier, si tu me permets, oui, bien sûr. Totalement cette analyse, mais je pense, parce qu'on le vit beaucoup à l'Académie de médecine également, c'est plus fréquent que ce soit chez les femmes, mais dans l'autre sens, c'est exactement pareil. Parce que moi, j'ai perdu ma femme, donc elle était plus âgée que moi. Donc, c'est pas mon expérience personnelle dont je vais parler, mais je veux dire, tout ce que vous expliquez peut se faire également dans le système inverse. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de santé des femmes, mais la santé des hommes, dans ces cas-là, si vous êtes avec une femme qui va mourir, qui est plus âgée que vous êtes exactement dans la même relation. Donc, on en parle là pour les femmes, mais je pense que je voulais mettre cette petite précision en plus, dire que c'est le même système, pas antagoniste, mais ce qui est sexuellement différent en fonction. Voilà. Dans la société actuellement, effectivement, les couples sont plutôt la femme plus jeune que l'homme et elle vit plus longtemps. Mais je pense peut-être que dans les années à venir, et ça, moi, je me demande comment ça va se passer, je vous avoue, dans 20 ou 30 ans. Parce que toutes les théories qu'on a actuellement, elles vont peut-être être complètement caduques quand on voit comment vivent nos enfants et comment vivent les enfants qui ont maintenant 25, 30 ans en couple, où la relation
homme-femme est complètement différente. Et donc, il va y avoir vraisemblablement, et je serais passionné de voir comment va évoluer à la fois la psychanalyse et la psychologie, car les rapports actuellement entre les garçons et les filles de 40 vont être totalement différents de ce que nous autour de cette table, je suis désolé de le dire pour l'auditoire, on n'est pas âgés, on a un certain âge. Voilà. Alors, ce que vous dites est tellement juste. Tellement juste. Oui. Catherine, j'ai une question qui vient du chat. La question, c'est est-ce que la force des liens familiaux participe au bien vieillir? Oui, quand les liens familiaux sont harmonieux, bien sûr. Comment dire autrement? Mais la force des liens familiaux, quand parmi cette famille, un des membres, voire plusieurs, crée, si vous voulez, des conflits, là, ça devient difficile. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas tous enfants uniques, il y a des frères et sœurs, et puis il y a des deuils de parents qui fait qu'à ce moment-là, au moment du deuil des parents, souvent, la question de l'héritage fait que les frères et sœurs se déchirent et les questions d'argent arrivent. Et oui, il n'y a pas que la beauté dans la vie, il y a les questions d'argent. Et à ce moment-là, les liens familiaux, tout dépend de leur qualité. Alors c'est formidable quand on s'entend bien. Et là, on peut avoir un soutien magnifique avec un grand frère, une petite sœur, etc. Mais plus difficile quand on ne s'entend pas. Et malheureusement, dans les patients, remarquez que dans les patients que je reçois, souvent, je suis spectatrice des conflits aux premières loges, si j'ose dire, bien sûr. Mais il y a aussi des familles harmonieuses qui se soutiennent, j'en ai conscience, et pour qui tout va bien, bien heureusement. Elisabeth? Oui, alors juste pour clore cette première séquence, et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur un certain nombre de points qui seront partagés par les autres interventions. Ce que je voulais rappeler ici, à la fin de cette session sur les femmes aidantes et soignantes, et c'est valable aussi, tout à fait raison, Richard, c'est tout à fait similaire pour les hommes aidants, j'en suis tout à fait consciente, mais l'idée c'est qu'en fait, ce qu'il faudrait transmettre peut-être à notre auditoire, c'est le fait que les femmes, dans ces situations-là, ont le droit de prendre du temps pour elles et de s'occuper d'elles, et que ce droit se transforme même en bénéfice. Donc le bénéfice pour ces femmes-là, qui est souvent mal perçu, en particulier pour des personnes qui n'ont plus beaucoup de relations sociales, ne font pas d'activités dans les associations, ne font pas d'exercice physique, comme vous l'avez rappelé. Ça me semble être important de reprendre la main sur ce type d'activité pour faire des pauses et pour, comme vous l'avez rappelé très justement, avec des mots qui sont les vôtres, le fait que les femmes prennent du répit et ressourcent en fait leur batterie pour pouvoir être encore mieux aidantes. Mais le fait d'aller vers l'autre, c'est-à-dire sortir de son environnement familial et son environnement d'aidant pour faire des activités pour soi, me semble être fondamental, et il faut encourager nos concitoyennes dans ces situations, et nos concitoyens aussi, si c'est le cas, à prendre du temps pour eux. Et c'est important, je pense, dans cette fonction primordiale de lien social et familial d'aidants et soignants. Merci Elisabeth. On va tout de suite, merci Catherine vraiment pour cette intervention qui était passionnante. On va appeler Danielle Rapoport pour qu'elle nous rejoigne à cette table ronde pour passer à la partie numéro 2 qui est les femmes. Danielle est psychosociologue, spécialiste des sciences humaines et experte des questions liées au vieillissement. Donc cette notion de reconstruction, elle est tout à fait essentielle. On a vu avec Catherine justement que la vie des femmes était rythmée par la temporalité de la vie d'une femme était quelque chose d'important. Donc la reconstruction vient s'ajouter encore à cette dimension. Et on vous écoute avec grand plaisir. Très bien, je vous remercie aussi tous et toutes, et je vais essayer de frayer un chemin qui parfois sera le même, mais parfois sera autre, et d'apporter en tout cas quelque chose en termes de message et de conviction aussi. Alors, quand vous me proposiez la reconstruction, ça m'a fait plaisir parce que ça rejoint un peu le message que j'ai mis tout au long de mon livre « L'aventure au coin de la ride », qui a été supervisé aussi par Michel Billet, qui est présent chez RS. Et dans cette notion de l'aventure au coin de la ride, ça veut dire que ce qui est important dans le vieillissement, c'est de voir déjà que c'est un processus
que ça ne vient pas comme ça, et que dans ce processus, il y a cette notion de devenir. Donc par rapport au temps, ce n'est pas un temps d'un état d'être. D'ailleurs, il y a une formule que j'aime beaucoup de Rabbi Nachman de Breslau qui dit « il est interdit d'être vieux ». Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde vieillit et tout le monde est vieux ou vieille. Mais dans son acception, il y a quelque chose d'un statisme, d'une identification du vieux ou de la vieille à son âge, et tout d'un coup, une sorte d'état latent où on ne sait plus qui l'on est en termes de séduction, en termes de rapport au corps, en termes de rapport au temps, et des peurs peuvent se développer, parce que c'est un terme que je n'ai pas entendu. Dans le vieillissement et dans tout ce que j'ai travaillé autour depuis longtemps, autour de la retraite et autour des ruptures de la vie, il y a à la fois des peurs de lâcher ce qu'on connaissait et à la fois une question sur qu'est-ce qui va se passer plus tard, quel est cet imprévisible qui m'attend. Et dans cet imprévisible-là, j'ai à la fois moi, effectivement, une mission de reconstruction ou d'invention de ma vie, ou de capacité à prendre en charge toutes ces années-là, et en même temps, c'est l'autre au plan social, au plan et familial, et sociétal, et relationnel, etc., qui est en responsabilité aussi et qui oblige, parce que je parle toujours de synergie entre soi, je parle toujours de synergie. On me dit de prendre le micro, mais je ne sais pas où le mettre alors, du coup. Ah, d'accord. Pardon. On parle beaucoup de, on parle beaucoup de synergie entre soi et l'autre, et c'est grâce à la reconnaissance que l'autre fera de soi, de la place et du temps de la personne qui vieillit ou qui est vieille, que celle-là pourra se construire, non pas en perte de l'estime d'elle-même, mais en quelque chose qui apporte en utilité et dans une place qui doit être reconnue et respectée. Alors ça pose la question de la place des personnes âgées aujourd'hui dans notre monde, effectivement, de jeunisme. Dans notre monde où il y a aussi un autojeunisme, enfin c'est un terme un peu bizarroïde, mais ça veut dire que soi-même on a envie de paraître jeune, on a envie d'être jeune entre guillemets, avec tous les critères de performance physique, morale, psychique, affective et sexuelle qui caractérisent notre monde aujourd'hui, basé sur effectivement le mythe de performance, voire de perfection d'un corps. Or, je rajoute un terme là que je n'ai pas entendu, qui apportera quelque chose peut-être, je rajoute le terme de vulnérabilité. Chacun est vulnérable, tout le monde, les jeunes, les vieux, on est vulnérable, et heureusement. C'est une faille, c'est une possibilité pour l'autre d'accompagner sa vulnérabilité et d'en faire non pas quelque chose de complet, global, comme s'il satisferait un manque ou une perte, mais d'en faire quelque chose qui permet toujours, et ce même terme, de devenir et d'aventure. Je voudrais donc, dans ce vieillissement, il y a effectivement tous les changements physiques, etc., le rapport au corps, effectivement, on est dans un rapport de perte de la séduction, perte de la possibilité d'être une femme à part entière. Et d'ailleurs, les médecins qui reçoivent des ménopausées, des femmes ménopausées, j'ai vu un documentaire assez récent, et qui ne prennent plus la femme comme une femme, mais qui prennent la femme comme une malade ou pas comme un homme, mais comme quelqu'un qui aurait perdu tous les critères de la féminité. Et ça, c'est pas possible, mais ça demande à la fois du regard social, du regard du médecin et de soi-même, de son auto-estime, de son estime propre, de combattre justement cette non-capacité
des médecins à reconnaître une femme dans la femme ménopausée. Je voudrais rebondir sur la notion de sensorialité, enfin que j'ai entendue. La sensorialité, effectivement, comme Catherine le disait, c'est essentiel, c'est la vie, c'est une reconnaissance de tout ce qu'on a vécu depuis le début. Et je parlerai effectivement de caresse, la notion de caresse de Lévinas, donc qui est cette distance juste entre soi et l'autre, où on ne touche pas de manière indifférente et brutale, ce qui arrive quelquefois chez des soignants, mais que l'on touche de manière adorablement accompagnante et réciproque. Enfin, c'est très beau de parler de cette caresse, et je parlerai aussi de la nécessité d'une caresse intérieure que les femmes auraient ou devraient avoir vis-à-vis d'elles-mêmes. Une sorte de, je ne sais pas, de quelque chose qui ressemble à... C'est difficile à dire. Et pourquoi c'est difficile à dire? Pourquoi? Eh bien, je vais vous dire pourquoi c'est difficile à dire. J'ai entendu tout le temps parler des mères, M-E-R-E. Hein. Moi qui ne suis pas mère, qui a un âge certain, ou un certain âge, ou un âge, enfin, comme pas mal d'entre nous, eh bien, je me dis, mais qu'est-ce que je vais devenir? Quel est le sens de ma vie? Comment, pour ces années qui restent, qui j'espère seront longues, comme on dit jusqu'à 120 ans, comment je vais faire pour non pas les remplir, comme dans un agenda, où on voit des retraités qui soudain ont tellement peur de perdre leurs repères spatio-temporels, qui remplissent leurs agendas et qui n'ont plus un moment pour eux. Non, on n'a pas le temps, donc c'est une valorisation de même. Non, je dis quel est le sens que je vais donner. Est-ce que tous mes potentiels ont été réalisés? Je pensais vouloir être ci et ça et je ne le suis pas devenue. Est-ce que je vais le regretter? Est-ce que je vais entrer dans la mélancolie? Est-ce que je vais entrer dans, ou au contraire dans une métamorphose, Catherine? Est-ce que je vais faire en sorte que je vais soudain découvrir des compétences que je n'imaginais pas et que je puisse à mon tour être aidante, non pas aider, mais être une aidante par rapport à ceux qui le veulent, les plus jeunes, l'intergénération ou même les soignants. Parce que je pense vraiment que les soignants parfois, et je pense notamment dans les EHPAD, à la façon de cuisiner, qui éveille une sensorialité majeure si on respecte le goût, la saveur, savoir, etc., que les personnes âgées ont et veulent avoir encore pour jouir de leur vie et de leur sens. Parce que dans la cuisine, on a tendance à tout mélanger, à tout mixer, à faire une sorte de truc fadasse. Et j'ai un oncle qui a vécu qu'à 104 ans, hélas dans une maison à partir de 100 ans, et qui me disait « Daniel, j'ai plus envie de vivre, et puis regarde ce qu'on me sert ». Alors je suis allée voir les cuisinières, j'ai dit « Écoutez, je ne veux pas plus que vous mixiez tout et que mon oncle ne se reconnaisse pas ». Enfin bref, c'est quelque chose d'essentiel, que la distinction des saveurs réfère à la distinction de nos sens, donc de notre capacité de vivre, donc de notre devenir, de notre projection. Et effectivement, la fin de vie n'est pas à partir de tel âge, mais c'est à la toute dernière seconde où on a dit « ça y est, j'ai compris » ou « j'ai rien compris, mais bon, tant pis », mais il y a quelque chose qui a poursuivi. J'attends une question peut-être, ou je peux sur... Je dois reconnaître que j'étais resté un peu quoi, parce que je vous écoutais et je me disais que c'était une très belle aventure dans laquelle vous nous entraîniez. Il faut, parce que sinon... Le phénomène de la reconstruction par rapport à ça, c'est un moment, un état s'arrête et puis il va falloir bâtir
et rebondir sur quelque chose. Est-ce que le modèle social tel qu'il est présenté, qui est un modèle qui est quand même extrêmement coercitif d'après quand on vous écoute, enfin d'après ce qu'on voit de toute façon, et la représentation sublimée de la femme dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que ce modèle social n'est pas quelque chose qui empêche la reconstruction ? Alors, on pourrait dire oui, ça empêche maintenant, enfin ça empêche pour une génération de femmes âgées qui effectivement n'a pas vécu les libérations, enfin les désirs du féminisme et du détachement possible. Et je rejoins ce que vous disiez sur dans 30 ans ou dans 40 ans, peut-être qu'on ne verra plus du tout les mêmes choses. Parce qu'aujourd'hui, dans les jeunes couples, effectivement, il n'y a plus un engagement qu'il y avait d'aller jusqu'au bout et d'aider, etc., etc. Donc ça veut dire que la femme n'a plus le même registre de mission qu'elle avait, d'être qu'une aidante, mais elle doit être aidante pour elle-même dans le sens où elle peut faire ce qu'elle a envie de faire, être dans un registre plus de liberté, de devenir, et puis dire, écoute, effectivement, hein, moi je comprends très bien quand Catherine Bergeret dit que ça entraîne vers la mort, quand on aide quelqu'un qui a des pulsions de mort déjà et qui est proche d'eux, et tout d'un coup, on a le devoir de vivre. La vie passe d'abord. Et la vie passe d'abord, ça peut être aussi... On quitte pas, enfin pas une rupture, mais quelque chose où intérieurement, on se dit, j'ai encore de la matière, j'ai de la ressource, j'ai du devenir. Et tout ça, ça se matérialise par des actions que je fais, agir. Agir sur sa santé, agir sur soi, sur son devenir, agir contre l'agisme, parce que l'agisme a une grande part, avec toujours ce mythe du jeunisme, etc., qui est en train de se calmer un peu, mais alors dans un autre registre. Parce que j'observe aussi que le marketing du vieillissement fait son chemin, qu'aujourd'hui les seniors sont à la mode. Il y a une revue superbe qui s'appelle Les Vieux, ou Vieux tout court, qui s'appelle pas Vieille, hein, qui s'appelle Vieux. Alors, Antoine Lecaune, bon, il est vieux, mais il est beau, enfin, il a du pouvoir, enfin, etc. Donc ça veut dire que c'est, entre guillemets, à la mode pour certains types de personnes âgées qui ont les moyens, les ressources intellectuelles et culturelles et économiques pour continuer à être vieux dans le bon sens, etc. Mais il y a des inégalités flagrantes dans le vieillissement, hein, comme on le disait. Voilà, donc... Vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, quand on voit cette revue qui vient juste après celle de Maïté Nabi-Rabin sur les femmes de 50 ans, on est aussi dans une forme de marketing qui est tout à fait troublante, en tout cas très nouvelle par rapport à ce qui se faisait auparavant. C'est du marketing, mais vous verrez que le marketing en tant que tel, hein, qui touche la cosméto, la culture, l'alimentation, les vêtements, etc., s'arrête autour de 70 ans. Donc on va cibler des personnes qui ont de l'argent, de l'énergie, et on va être plutôt dans un registre de soins liés à des potentiels malades, couches, protection, enfin, etc., pour les plus âgés. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'à partir de 70 ans, même si les mots MAUX viennent de manière plus rampante ou pas rampante ou réelle, zut, on est encore jeune dans sa tête. Hein. Vous parliez du décalage de l'âge. Et effectivement, les biologistes ont bien montré qu'il y a un décalage de 15 voire 20 ans entre les gens. Plus les gens vieillissent et plus ils pensent qu'ils sont moins vieux que leur âge. Alors, c'est pour ça. Alors, c'est un peu pour ça qu'il faut travailler sur les registres, effectivement, non pas que de l'apparence, hein, ce qui est fait par la silver economy, par la seniorité dans le sens marketing, mais travailler aussi sur, toujours je rajouterai, l'être en devenir. C'est toujours l'être en devenir, il y a toujours quelque chose devant, c'est l'aventure, et on est à nos tranches, qui ne sont peut-être pas les mêmes, mais on est des pionniers de cet âge-là. Parce qu'avant, quand
quand après 60 ans, on mourait, on était déjà vieux, bon ben voilà, il n'y avait pas trop de questions existentielles à se poser. On se posait des questions, bon alors je vais léguer ça, ou voilà, je vais... Bon. Mais du coup, maintenant, il y a 20, 30 ans, qu'est-ce qu'on en fait? On ne va pas se lamenter, on ne va pas être que des aidants, on ne va pas que de s'occuper de soi, parce que si je ne suis pas moi, qui suis-je? Mais si je ne suis que les autres, je ne suis rien non plus. Enfin bref, c'est un proverbe encore dont je mélange un peu le sens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut combiner. Il faut avoir une combinatoire, un tissage. Je parle beaucoup de tisser des mots, MOTS, de tisser du relationnel. Parce que c'est vrai que cette histoire de relation, elle est inhérente depuis le début. Et si on se dit qu'à partir de la retraite, on n'a plus de relation ni professionnelle ni amicale parfois quand c'est un divorce, eh bien il faut les recréer, et d'un moyen ou d'un autre. Donc il faut avoir le courage aussi de le faire, et l'énergie, mais l'énergie elle est donnée aussi par le regard extérieur, qui aujourd'hui effectivement est discriminant, et Michel Villiers en parlera aussi. Voilà. Richard. Oui. Comment expliquez-vous, dans ce cadre de cette reconstruction, que finalement, pour prendre un exemple, si vous voulez, on est dans l'époque où on voudrait la parité dans beaucoup de groupes sociaux et dans les groupes, dans les milieux associatifs. Et finalement, j'ai l'impression, c'est peut-être une erreur, mais je ne crois pas, mais l'Académie de médecine en est l'exemple, on a moins de candidatures de femmes. Pourtant, elles se reconstruisent, elles vivent plus longtemps. Et je pense que les hommes ont besoin de garder cette pseudo-activité professionnelle. Est-ce que là, il y a une vraie différence dans la reconstruction de la femme? C'est-à-dire, la femme, quand elle a passé ce cap de la vie professionnelle, j'allais dire, là, on se passe dans les femmes, non plus les femmes de nos générations de nos parents, c'est les femmes qui avaient une activité professionnelle. Lorsqu'elles quittent leur relation professionnelle, j'ai l'impression, alors peut-être parce qu'elles ont des contraintes qu'on a très bien expliquées avant, qu'elles s'engagent moins dans une autre vie pseudo-professionnelle de type bénévolat. Est-ce qu'il y a vraiment dans cette reconstruction, comment ça se passe? Pourquoi les femmes ne vont pas vers ce besoin justement de retrouver une activité pseudo-professionnelle bénévole? Alors, vous soulevez quand même la problématique du bénévolat, avec laquelle je ne suis pas d'accord à 100% non plus, parce que je pense que quand on passe un temps donné, même un temps à domicile, dans une aidance ou un temps de bénévolat en association, je pense qu'il devrait être compté aussi comme un temps réel, entre guillemets, de reconnaissance, de protection, voire de rémunération. Bon, c'est peut-être un autre débat, mais c'est important quand même quand vous parlez de bénévolat. Alors, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas envie? Je pense que dans les associations, enfin il me semble, ayant fait partie d'une association de l'accompagnement des chômeurs pour retrouver du travail, etc., il y avait beaucoup de femmes, enfin il y a beaucoup de femmes. Elles ont besoin d'avoir, alors peut-être qu'elles se tournent peut-être plus vers des activités de soins pour elles, du yoga, de la gymnastique, de l'entretien de soi, etc. Et les hommes, mais tout ça c'est culturel. Enfin, je veux dire que culturellement, on a appris que les hommes travaillent et que les femmes restent au foyer dans le sens intérieur et extérieur, quoi. Le foyer interne où ça doit chauffer dans l'amour et la reliance, et le foyer externe en termes de famille, enfin, etc. Mais je pense quand même qu'il y a un grand courant d'investissement des femmes dans un travail, de trouver un nouveau métier, même si le terme de métier, il est plutôt lié à une problématique et masculine et de temporalité. Alors, est-ce qu'on va trouver un nouveau métier ou est-ce qu'on va trouver des compétences nouvelles? Mais c'est toujours pareil, c'est culturel et social. Michel, vous vouliez poser une question? Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions très intéressantes, toujours très enrichissantes. Moi, je suis dermatologue et je voulais vous poser une question sur le jeunisme, parce qu'on met toujours le curseur du jeunisme sur la pression sociale. Et il y a une souffrance que je vois
qui est vraiment de se recentrer vers soi et de comment on vit cette distorsion entre la vitalité psychique et l'image que l'on a soi-même de soi. Et au fond, le jeunisme, c'est une condamnation et qui a une connotation négative, alors que j'ai l'impression qu'on ne se soucie pas beaucoup de la recherche de cohérence entre son esprit, sa vitalité d'esprit et la vitalité du corps. Et ça, c'est soi avec soi. Donc j'aimerais que vous exprimiez là-dessus. Et la deuxième chose que j'aimerais aussi souligner concernant la sensorialité, c'est vrai que parmi les 5 sens, le premier qui décline, c'est la vue vers la cinquantaine, ensuite l'audition vers 60-70, mais les 3 autres sens qui sont l'olfaction, le goût et le toucher sont maintenus assez longtemps dans la vie. Et donc, moi, je suis toujours étonnée, et je suis d'accord avec vous, pour qu'on ne continue pas de stimuler ces 3 sens qui persistent beaucoup plus longtemps par le toucher, le goût et l'odorat, et qu'au lieu d'offrir des flacons de lavande aux mamies dans les EHPAD, on leur offre pas le parfum fort qui les a accompagnés toute leur vie pour pouvoir justement les maintenir et les stimuler. Voilà, j'aimerais sur ces deux aspects. Merci. Alors, je voudrais répondre sur le jeunisme par un autre terme qui est le présentisme. Le présentisme, c'est actuellement les repères liés au temps ont sauté, c'est-à-dire qu'on est passé de la linéarité avec un avenir possible et souhaitable, maintenant il n'est plus très souhaitable, mais il y avait un progrès, il y avait un devenir, il y avait un avenir. Et on est passé avec l'Internet, avec l'IA, avec tout ça, au présentisme. Et le présentisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Le présentisme auquel les jeunes et les plus âgés s'identifient, dans le sens où il faut faire ici, maintenant et tout de suite quelque chose, et je n'ai pas de possibilité de me projeter à 6 mois, à 3 ans, etc. Et pourquoi je fais ça ? Parce que le présentisme, c'est très, transversal aux jeunes. Et les jeunes jouent beaucoup sur leur jeunisme. C'est-à-dire que l'on voit des métamorphoses de visage, les lèvres, les pommettes, enfin, des 18 ans, 20 ans. C'est terrible, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que chez les médecins et chirurgiens esthétiques, il y a une flopée de jeunes qu'on ne voyait pas avant et qui vont dans le sens des critères de la mode qui est diffusée par les réseaux sociaux, par les tutorats, par les influenceurs, les influenceuses, etc. Donc ça, c'est une forme de jeunisme. Donc comment voulez-vous qu'il y ait une cohérence entre leur esprit et leur corps, dans le sens où elles font passer pas que leur corps, mais leur apparence, qu'il faut qu'elle soit acceptée par les autres en termes d'identité ou de multi-identité par les autres qui sont présents et qui les like. Donc, je ne veux pas taper toute la faute sur les réseaux sociaux, mais je veux quand même dire qu'il y a quelque chose de la difficulté d'adhérer à cet esprit de jeunisme, même si, et encore une fois, la tendance devient qu'on peut laisser paraître ses rides et qu'on peut laisser paraître son âge, à condition de l'avoir de manière plus présentable. Pardon. Catherine, vous vouliez faire une remarque ou poser une question. Venez. Je suis tout à fait d'accord. Pardon. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Daniel Rapoport, mais la question que vous souleviez est très intéressante aussi. C'est que quand on vieillit, on se sent parfois jeune dans sa tête. Vous disiez, plus on avance en âge, plus on se sent jeune. Et il est vrai que sans tomber dans le jeunisme, on peut trouver, en se regardant dans la glace, une distance entre la jeune femme qu'on sent encore en nous et tout d'un coup, le visage que nous renvoie le miroir. Et il peut être, à ce moment-là, nécessaire d'avoir recours à une intervention
légère, pas un lifting machin qui nous fait ressembler à des extraterrestres, parce que ça peut être accompagné d'un voyage intérieur qui travaille sur l'intériorité. Ça peut être intéressant aussi d'avoir une bonne dermatologue, par exemple, qui vous fait une petite retouche et où on se retrouve en cohésion entre l'intérieur et l'extérieur. Je crois que c'est ça que vous vouliez dire, oui. C'est-à-dire pas cette chirurgie esthétique qui soit les influenceuses. Je suis d'accord qu'il y a des jeunes magnifiques qui se mettent des bouches de bibendum, là. Mais par contre, l'art de la dermatologue, parce qu'il y a un art de la médecine esthétique aussi, qui n'est pas l'art consumériste, vous voyez, mais qui est une petite retouche qui fait que, comme vous le disiez, on va encore s'aimer un peu. S'aimer, se caresser, comme vous disiez. Mais c'est pas péjoratif, se caresser. C'est s'aimer bien soi-même, se trouver joli. On peut ne pas être dans le paraître et on est content de se trouver joli aussi. En cohérence. C'est ça, voilà. Mais effectivement, alors là, je suis complètement d'accord avec vous, dans le sens où le miroir, le stade 2 du miroir, hein, pas le stade 1 que l'on connaît à 3 ans, 4 ans, mais le stade 2 qui, effectivement, dit, mais quelle est cette personne-là? Ça n'est pas moi. Voilà, ça n'est plus moi. Alors, c'est ma mère, c'est ma tante, c'est ma sœur, enfin, etc. Mais ça n'est plus moi. Alors, est-ce que je vais passer, effectivement, dans le sens large, chez, effectivement, la dermatologue, etc. Et en même temps, les personnes ne veulent pas que ça se voit de trop non plus. Alors, il faut que ça se fasse, mais que ça ne se voit pas, que ça soit du naturel et tout en étant du plus jeune. Mais c'est vrai, hein, je suis complètement d'accord. Ça fait des progrès. Et voilà, donc il faut avoir une confiance incroyablement forte dans la personne qui va s'occuper de son visage, parce que le visage, identitairement, est essentiel. Et si soudain on ne s'y retrouve plus, et si soudain on a des regrets, c'est compliqué. Mais bon, je suis d'accord pour cette cohérence-là. Et je viendrai vous voir un jour. Vous parlez du dermatologue ? Daniel, on va vous remercier. On va s'arrêter là parce qu'on va passer la parole à Michel Villet. J'avais quelque chose comme ça qui me venait. C'était miroir, mon beau miroir. La Belle au bois dormant. Mais est-ce que la Belle au bois dormant est la femme invisible dont Michel va nous parler? Tiens d'ailleurs. Un de ces jours, oui. Il n'y a pas de doute. Merci Michel de nous avoir rejoints. Vous êtes sociologue, présidente de l'Union nationale des instances et offices de retraités et personnes âgées et membre du conseil scientifique sciences humaines de France Alzheimer, l'association qui prend en charge et s'occupe de toutes les personnes qui souffrent de cette horrible pathologie qui a des impacts non seulement pour les personnes, mais également, on parlait des aidants tout à l'heure, pour les aidants et pour les familles. Alors, la femme invisible. Alors, merci. Je suis d'abord très frappé par les remarquables convergences de sujets, de thèmes, de vocabulaire qu'il y a entre les deux interventions que je viens d'entendre et celles que j'ai préparées. Donc, plutôt que d'essayer d'éviter ces convergences, au contraire, je me laisserai aller à reprendre, pourquoi pas, les mêmes mots par moment, parce qu'après tout, je me dis que si tous les trois nous portons le même souci, eh ben nous le ferons avancer un petit peu plus sans doute. Alors, femmes âgées invisibles. Peut-être vous souvenez-vous d'un texte écrit par Jean-Loup Dabadi et murmuré, fredonné par Reggiani quelques jours avant sa mort. Je l'aime tant le temps qui reste. Combien de temps encore? Quelques heures, quelques jours peut-être. Je l'aime tant le temps qui reste. Eh ben oui, je l'aime tant le temps qui reste que je l'aime tant que je ne comprends pas pourquoi la société dans laquelle nous vivons refuse à ce point
sa vieillesse, nos vieillesses, la mienne y compris. Étrange situation, étrange société dans laquelle, enfin, nous avons la possibilité de vieillir, c'est-à-dire de vivre longtemps. On a déjà évoqué ce matin l'espérance de vie à 86 ans presque pour les femmes, 80 ans pour les hommes. Voilà. Nous avons enfin la possibilité de vieillir, mais pour un peu, il faudrait que l'on regarde cette chance comme une quasi-catastrophe. Alors, s'agissant des femmes, d'abord j'observe une espèce d'habitude de langage. Écoutons les sociologues, et j'en fais partie, et quelques statisticiens parler. Voilà. Espérance de vie différentielle homme-femme au bénéfice des femmes. Ben oui, c'est bien connu. Quand il y a un bénéfice à tirer, les femmes, on peut compter sur elles. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que l'on parle comme ça, au bénéfice des femmes? Où est-il le bénéfice? Elle a 90 ans, elle a épousé, parce qu'elle fait partie d'une génération où il convenait qu'une jeune femme épouse un homme légèrement plus âgé qu'elle, si possible 4-5 ans, parce que comme ça il aurait une bonne situation pour faire bouillir la marmite. Bref, je passe. Voilà, donc elle a épousé un homme plus âgé qu'elle, il a 50 plus qu'elle, mais évidemment, comme il a une espérance de vie plus courte, eh ben, les 10 dernières années de sa vie, elle sera veuve. Et quelquefois, quand j'évoque ça dans une conférence, j'entends quelqu'une qui ajoute « enfin veuve ». Oui, on peut même le comprendre, évidemment, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il me semble que cette différence d'espérance de vie, effectivement, les femmes, elles vont avoir à la portée d'une façon particulière, notamment en cédant aux injonctions d'invisibilité qui leur sont adressées. Alors, exemple, paradoxalement, s'agissant d'un homme très âgé, on va, avec un certain respect, une certaine déférence, on va parler d'un grand vieillard. Bravo. Le mot vieillard n'a pas de féminin. Enfin, ou alors, je ne sais pas ce qu'on en a fait, mais on ne parle jamais d'une vieillarde. Voilà. Et alors on va me dire, oui, ce serait pas beau, qui aurait envie de se faire appeler comme ça? Ouais, mais enfin, et alors vieillard, vieillarde, chut, voilà. Ne le dites pas, parce que si on le disait, il faudrait le reconnaître, si on le reconnaît, il faudra... Voilà, alors non, les femmes vieillissent, mais le mot vieillard ne semble pas avoir de féminin. Non seulement cela, mais cette vieillesse qu'il nous est donnée, et à elle encore plus qu'il leur est donné de vivre, elle est sociétalement regardée très souvent, tantôt comme un problème, tantôt comme une maladie, tantôt comme un délit. Alors, un problème, bon voilà, je vais faire vite, le problème du vieillissement de la population. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Depuis Alfred Sauvy, le problème du vieillissement de la population. Oui, où a-t-on vu que c'était un problème? Que le vieillissement pose problème, oui. Et puis, allez, si on allait un petit peu plus loin, je me souviens d'un psaume de l'Ancien Testament où le vieillard nous dit « Je suis une question pour beaucoup ». Il nous dit « Je suis une question », il ne nous dit pas « Je suis un problème ». Un problème, il faut le résoudre. Une question, on va l'ouvrir. Et la question nous fera penser, réfléchir, avancer, travailler ensemble, etc. Donc, problème du vieillissement de la population, mais si on affirme le vieillissement comme cela, comment pourrait-on le regarder comme une chance? Ce problème, on en fait très souvent une maladie, comme on a su faire une maladie de presque toutes les séquences de la vie d'une personne. Cette vie, on l'a découpée en un certain nombre de séquences. Chacune de ces séquences est devenue, alors je force et j'exagère un petit peu, hein, mais il y a de ça,
chacune de ces séquences est devenue une sorte de spécialité médicale, dont évidemment un médecin est devenu spécialiste. Alors on a le gynécologue évidemment pour la grossesse, on a le pédiatre pour le gamin, on a le psychiatre pour l'adolescent, parce que c'est bien connu que les ados sont un peu barges, donc forcément il vaut mieux que ce soit un psy, etc. Au travail, il y a le médecin du travail, et puis ça y est, je suis vieux, va voir un gériatre. Eh ben voilà, ça y est. C'est-à-dire que chacune des séquences, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Non, il n'y a aucune raison de faire de cette vieillesse une maladie qu'il nous faudrait éradiquer. Et j'emploie le mot, alors, vraiment de manière absolument intentionnelle. Et pourquoi je l'emploie? Parce que j'observe qu'il existe en France aujourd'hui 11 diplômes de médecine anti-âge. Je croyais que la médecine avait pour fonction d'accompagner mon avancée en âge. Une médecine anti-âge. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit cela? De quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on évoque chez nos concitoyens, hommes, femmes, etc. Médecine anti-âge. Voilà, eh bien, ça y est, c'est clair. Il convient de ne pas vieillir, voilà, puisque l'âge devient une maladie, et on peut évidemment attendre que le transhumanisme et l'intelligence artificielle ne interviennent pour faire disparaître, pour éradiquer. Alors, il arrive même qu'au-delà de cette manière de regarder la vieillesse, on tente d'en faire un délit dont se rendent coupables, évidemment, pardonnez-moi, tous ces salauds de vieux qui n'ont pas l'élégance de quitter la scène avant de commencer à coûter du pognon. Voilà, délit. Je me souviens, il y a quelques années, il y a 5-6 ans maintenant, dans un EHPAD où je viens pour rencontrer la directrice, etc. Bref, une dame âgée dans le vestibule, dans le hall d'entrée de l'EHPAD. Alors quand j'ai dit hall, on m'a dit oh, non, c'est pas un hall, c'est un espace. Bah oui, c'est vrai, l'espace. Vous vous souvenez, Renault qui nous vend un espace en nous disant à vous d'inventer la vie qui va avec. Eh ben voilà, allons-y dans cet espace. Bref, voilà, cette dame, elle traverse l'espace, elle s'arrête et gentiment elle me dit mais c'est pas souvent qu'un beau jeune homme vient nous voir. Ce qui prouve quand même qu'on peut être vieille et avoir du goût, n'est-ce pas? Voilà. Et elle s'arrête, on parle un tout petit peu, puis en parlant, je vois son visage qui commence à se crisper, ses yeux qui commencent son regard qui baisse, etc. Elle me prend la main, mais elle la serre, voilà. Et elle me dit, après quelques secondes de silence, elle me dit, que voulez-vous? C'est quand même pas de ma faute si je suis pas encore morte. Ma faute. Voilà. Elle avait intégré la culpabilité du délit dont elle est responsable, coupable, parce que accueillie en EHPAD, etc., elle coûte de l'argent à ses concitoyens, parce que être vieux, c'est pas bien, être vieille, évidemment, c'est encore pire. Alors, il me semble que cette injonction qui nous est faite, on pourrait la résumer dans une formule, là encore, une formule un peu exagérée, mais que j'aime bien, finalement utiliser, parce que, au fond, elle m'a permis à moi-même, je crois, de comprendre un certain nombre de choses. Au fond, nous sommes désormais dans une société qui nous autorise à vieillir à condition de rester jeune. Et cette imbécilité profonde, là, induit des comportements, des manières d'être, des manières de consommer, des manières de vivre qui sont absurdes, mais qui, à cause de cette absurdité, mettent en souffrance nos contemporains et, évidemment, je devrais dire nos contemporaines, parce qu'elles vivent plus longtemps et qu'en plus, il se trouve, et on l'a évoqué déjà à plusieurs reprises depuis ce matin, il se trouve qu'en plus, souvent, ce sont elles qui accompagnent ceux qui terminent leur vie. Alors, au fond, cette tyrannie
du bien vieillir, et j'emploie là encore une formule un peu rapide, mais il me semble que cette injonction qui nous est faite de vieillir à condition de rester jeune, cette tyrannie du bien vieillir, elle s'infiltre partout. Vous vous souvenez par exemple qu'en 2024, il n'y a donc pas très longtemps, la loi du 8 avril 2024 s'intitule « Loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie ». Ah bah ouais, d'accord. Il faut la société du bien vieillir et de l'autonomie, parce qu'on ne va pas tarder, évidemment, à parler des femmes dépendantes. Ben voyons. Bref. Alors, ce bien vieillir, il se fonde sur la peur. La peur de quoi? Ben, la peur de vieillir, évidemment. La peur de la détérioration. La peur, et finalement la peur de la mort. Et après tout, pourquoi pas? Je peux regarder ma vieillesse déjà présente et à venir de deux manières à la fois contradictoires et complémentaires. Paradoxal, dirait Edgar Morin, à qui je suis content de rendre hommage, d'autant qu'il n'a que 103 ans et que j'espère bien qu'on va pouvoir continuer à travailler avec lui pendant quelques années encore. Donc, voilà, deux manières de regarder ma vieillesse. Ma vieillesse, c'est cette période de ma vie qui me rapproche de ma mort. Oui, je vais mourir. C'est indéniable, je vais mourir. Et plus je vieillis, plus ma mort est proche, même si je n'en connais ni le jour ni l'heure, enfin, tant qu'elle n'est ni programmable, ni programmée, ni délivrée sur ordonnance, ce qui, de toute manière, ne tardera sans doute pas beaucoup, pour faire référence au film de Ruffio, qui datait de 1975. Donc ma vieillesse me rapproche de ma mort, mais à l'inverse, ma vieillesse me sépare encore de ma mort, et je peux investir ce temps qu'il m'est donné de vivre, surtout si un environnement bienveillant, compétent, bienfaisant, formé, disponible, m'accompagne dans cette démarche. Alors évidemment, si ma vieillesse me rapproche de ma mort, on entre dans une interrogation sur le sens de la vie. À quoi bon? À quoi bon? C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, nous disait Gainsbourg. Ah oui, à quoi bon? Allez. Pire, il se pourrait que, à force de se poser cette question, à quoi bon faire aujourd'hui puisque je vais mourir demain, il se pourrait même que j'essaie de décider de mourir tout de suite pour ne pas avoir à mourir demain, décider de mourir au motif de maîtriser sa vie. Voilà, nous sommes devant un paradoxe gigantesque, mais la société où nous sommes a ouvert ce paradoxe. Déjà, souvenez-vous, parce que il ne faudrait pas croire que ce n'est pas vrai pour les femmes, une des premières à le formuler et à le formuler d'une si belle manière, c'était Barbara en 1964. À mourir pour mourir, je choisis l'âge tendre, et partir pour partir, je ne veux pas attendre. J'aime mieux m'en aller du temps que je suis belle, qu'on ne me voit jamais fanée sous ma dentelle. Déjà. Eh oui. Alors, ce bien vieillir, tyrannique, évidemment, il va venir s'infiltrer partout dans toutes nos vies. Il faudra pour cela bien se nourrir, bien se soigner, bien se faire soigner, se faire suivre par son médecin, se faire suivre. Alors, je ne peux pas m'empêcher de cette espèce de jeu de mots, s'agissant des femmes, se faire suivre. Il y en a quand même plusieurs qui en ont eu des expériences, pas forcément... Bref, donc, il faudra bouger, faire de l'exercice pour que la vieillesse n'apparaisse pas, ne se voit pas, vieillesse invisible, insoupçonnable. D'ailleurs, quel âge avez-vous? Oh, le goujat, il lui a demandé son âge. Il convient donc de cacher la vieillesse, de cacher les vieux. Alors, il y a longtemps que ça dure. Elles ont été élevées, les vieilles d'aujourd'hui, sous la contrainte d'une double injonction, sois belle et tais-toi.
Alors pour les hommes, c'était pas forcément mieux, sois fort et tais-toi. Mais la force donnait aux hommes la possibilité, tandis qu'il fallait qu'elle soit belle pour séduire, silencieuse pour obéir, et se faire discrète pour servir. Et ben voilà, elles vieillissent, séduire, obéir, servir, qu'est-ce qui leur reste? La même chose. Continuons. Alors on les cache à domicile ou en établissement. À domicile, on va parler de maintien à domicile, là où j'aurais aimé qu'on aille les soutenir, d'accord? En établissement, on va évidemment les placer, même si, bien sûr, la mode aujourd'hui, depuis la loi de 2004, etc., de 2024 et tout, nous parle d'un virage domiciliaire. Attention, c'est toujours dans les virages qu'on se casse la figure. Et voilà, peu importe, on mettra à ce domicile des caméras de surveillance, parce qu'on va pouvoir les surveiller, là où j'aurais aimé qu'on veille sur elles. Est-ce que Jean-Sébastien Bach a écrit le choral du surveillant? Non, le choral du veilleur. Et c'est tellement beau. Alors, parce qu'elles sont dépendantes, elles vont entrer en établissement, voilà, dans lequel elles échapperont à l'isolement, à condition qu'une évolution des structures familiales permette à, si toutefois il existe, une structure familiale dans laquelle elles peuvent encore se sentir à peu près intégrées. Alors, il lui reste une sorte d'échappatoire à cette femme qui vieillit, qui consisterait à essayer de mourir vivante. Par exemple, en développant une maladie neuroévolutive qui lui permet de mourir aux autres, de mourir au monde et d'être pourtant toujours en vie. On se demande parfois si ces maladies, ces troubles, ces symptômes qu'on nomme si souvent démence, Alzheimer ou autres, ne sont pas porteurs d'un sens qu'il conviendrait de ne pas comprendre, parce qu'autrement, elle est vieille, invisible, et si en plus elle est silencieuse, si elle ne se plaint pas et que l'EHPAD ne coûte pas trop cher, alors ça ira, d'autant que ça durera peut-être pas très longtemps. Il ne leur reste donc qu'à se taire et, si possible, ne pas se montrer. Bien sûr, ici ou là, on voit par moments se lever un visage, on entend une prise de parole qui peut certainement contribuer à faire changer les choses, mais cette représentation terrible des femmes vieillies ou vieillissantes, représentation qui leur assigne une place, enfermée dans une invisibilité durable, cette représentation est terriblement à l'œuvre. Nous avons certainement à soutenir ces prises de parole qui entendent faire sensibiliser nos concitoyens sur leur situation, à ces femmes, mais pour cela, nous avons d'abord à ne pas nous taire nous-mêmes pour que ces femmes ne soient pas condamnées à finir leur vie en développant des maladies neuroévolutives auxquelles nous préférons ne pas reconnaître de sens, à mourir exclues et silencieuses, ou à se donner la mort parce qu'à leurs propres yeux, leur vie ne vaudrait plus d'être vécue. Décidément, je l'aime tant le temps qui reste. Merci. C'est un appel à la rébellion d'une certaine manière. Oui. C'est l'appel de Maria Pacôme dans le film de La Crise. Bien sûr, oui, c'est un appel à la rébellion. C'est-à-dire que évidemment, vieillissante ou vieillissant, bien sûr que j'ai le droit d'aller me faire teindre les cheveux. Mais mes petits-enfants, ils n'ont pas fini de se foutre de ma tête quand je reviendrai chez eux. Parce que quoi? Ce serait pas bien d'avoir des cheveux blancs? Mais pourquoi on n'aurait pas... Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, évidemment, si je préfère avoir les cheveux un peu colorés, eh bien, tant mieux. Voilà. Pourquoi pas? Mais pourquoi n'aurait-on plus le droit de porter les signes de la vieillesse? Et j'ai failli, au lieu de dire signes, j'ai failli dire les symptômes. Et ça y est, on est reparti sur « malgré moi ». C'est tellement rentré
dans nos représentations. C'est mieux que les stigmates. Oui, mais encore que stigmates, Goffman, après tout, il y a du... Mais, enfin, les stigmates, oui, voilà. Et les stigmates, les symptômes. Et allez donc, après, quand on a ce vocabulaire-là pour en parler, allez donc faire de la vieillesse une aventure merveilleuse à vivre. Elisabeth. Je pense que nous avons à peu près bouclé le programme, il me semble. On est juste exactement. As-tu une question pour, moi, j'ai pas de questions. Non, il n'y a pas de. J'ai pas de questions qui dans le chat qui me. Je dirais qui m'évoque quelque chose d'interpellant par rapport à ce que vient de nous dire Michel. Donc, non, ce qui serait bien, au contraire, c'est que, puisqu'il est 10 heures, tu puisses conclure la séance. Après ces trois magnifiques exposés que nous ont fait Catherine, Daniel et Michel. Oui, un grand merci à vous tous pour vos éclairages dont nous ne sommes pas forcément familiers dans cette enceinte à l'Académie nationale de médecine, où les propos en général, même si évidemment nous avons d'éminents psychiatres, pédopsychiatres et gériatres auprès de nous, instillent dans cette enceinte des considérations, des réflexions, une expérience qui est toujours enrichissante. Et dans la construction de ce cycle sur la santé des femmes, la place des sciences humaines et sociales a été à dessein importante par rapport à des cycles où nous n'étions que entre nous, c'est-à-dire entre médecins. Et je remercie une fois de plus Jean-Pierre Michel d'avoir contribué à l'articulation entre nous et vous. Alors peut-être que j'aurais un mot à dire pour conclure, et je vais reprendre un mot de Laura Adler, que vous connaissez sûrement, et qui a écrit un très beau livre sur la vieillesse, et qui a dit « Je suis vieille et je vous emmerde ». Et donc je pense que ça peut être le relais assez vif, tonique, libérateur d'une femme qui ne cherche pas à être ce qu'elle n'est pas, qui est une femme qui a vécu de sa longue vie, qui n'est pas centenaire, mais elle est passée à travers les fourches codines d'un certain nombre de modifications de la place de la femme dans la société. Et je pense que ceci est un élément constitutif majeur de la place de la femme dans notre société, nous qui sommes peut-être des baby-boomers pour l'essentiel, et qui va peut-être, comme l'a dit tout à l'heure Richard Villet, évoluer avec l'évolution de la place de la femme dans la société. Mais néanmoins, effectivement, l'invisibilité des femmes est majorée par sa place culturelle dans notre société et par le fait qu'effectivement, le rôle d'une femme n'est pas forcément celui de se rendre visible. Et ceci répond aussi, vraisemblablement, à la problématique que nous avons de recruter, pour répondre à Richard, des femmes dans l'Académie de médecine, aussi et en partie parce que le problème de la visibilité est un vrai problème, de la légitimité des femmes aussi, qui est toujours encore un complexe qu'il faut essayer de déverrouiller, mais aussi c'est un rapport des femmes au pouvoir, qui est quelque chose qu'il faut libérer et qui n'est absolument pas libéré dans notre société. Donc la liberté de Laura Adler dans ses propos qui sont un petit peu abrupts me fait plaisir parce qu'elle manifeste le courage et pas la peur d'être ce qu'elle est, une femme vieille qui ne cherche pas à être jeune et qui, de par son expérience, a un fruit énorme à nous apporter, qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas. La question n'est pas là. Voilà, donc je voulais vous remercier tous pour vos angles de vue que j'ai trouvé extrêmement riches, qui nous permet d'envisager, nous permet surtout de réfléchir, je crois, c'est ce que nous souhaitions faire sur la place des femmes. Bon, il y a des problématiques somatiques, il ne faut pas le cacher non plus, qui sont relatives à la place des femmes âgées, malades dans notre société, qui les invisibilisent encore plus, des problèmes locomoteurs, des problèmes d'incontinence urinaire, des problèmes de prolapsus, des problèmes divers et variés qui font que ces femmes rasent les murs, c'est-à-dire qu'elles ne souhaitent plus être visibles parce qu'elles ont honte de leur propre corps et de leur évolution. Mais ça, c'est aussi le fait d'un certain nombre de malades masculins qui souffrent aussi d'un certain nombre de troubles qui les gênent pour leur vie et la poursuite de leur vie en société. Voilà, je ne peux pas résumer toute la richesse des propos qui ont été échangés ici. Je tiens à vous remercier tous infiniment. Je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu à la rentrée le 3 octobre 2024 et qui abordera
Alors, comme vous l'avez dit, vous avez évoqué un saucissonnage de la vie vu par les médecins. C'est un saucissonnage différent. Ce sera celui de la santé des femmes au travail, parce qu'il y a une réalité de la problématique féminine vis-à-vis du travail, quel qu'il soit. Et nous souhaitions l'aborder dans un webinaire spécifique. Voilà, merci à tous. Merci Richard, notre secrétaire général de la Fondation de l'Académie de médecine. Merci à Olivier pour l'animation. Merci Jean-Pierre pour le recrutement extrêmement riche et fructueux pour nous. Merci aux intervenants et à très bientôt à tous et à toutes. Merci. Merci.